Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination Crypto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Joachim Thirak, cofondateur de Gaopa Labs. Donc, merci Joachim d'être avec moi aujourd'hui. Et première question, comment vas-tu? Très bien, merci. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Ça me fait très plaisir de t'avoir parce qu'on s'est rencontrés au X-Days et du coup, j'ai plein de questions à te poser. Première question, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ton parcours et comment l'univers de la blockchain est arrivé dans ta vie? Bien sûr. Donc, je suis né dans le sud de la France. Mon accent, on ne dirait pas, mais c'est bien le cas. Et puis, j'ai été un peu partout dans ma vie. En études, j'ai fait des études d'économie, mais j'ai aussi bossé comme pâtissier. J'ai bossé dans des supermarchés comme gérant, ainsi de suite. Et en fait, ça m'a permis de découvrir plein de différents mondes et plein de différentes industries. Et donc avant de me lancer à plein de temps dans la blockchain, je bossais comme event et marketing manager pour le World Poker Tour. Donc je voyageais, j'organisais des tournois de poker. Vraiment rien à voir avec le monde de l'alimentation ou quoi que ce soit, mais bon. Et je me suis intéressé de plus en plus à la technologie blockchain depuis un bon moment maintenant. Et comme beaucoup de Français, c'est à travers de Owen qu'on a découvert, Algorand. Et j'ai trouvé la technologie vachement intéressante et en ayant utilisé Ethereum, les débuts de la BSC et cetera, je me suis dit que c'était un pari différent et un pari intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer. Alors, Gaopa Labs se concentre sur la chaîne logistique. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, toi, tu as choisi le cas d'utilisation de la chaîne logistique et en quoi c'est un enjeu majeur pour toi et puis pour Gaopa Labs? Donc comme mon parcours le montre, j'ai été très connecté à tout ce qui était, alimentaire et on était très passionné par, l'importation de produits et cetera et on se rendait compte que de plus en plus, il y avait des problèmes de greenwashing, que les grandes entreprises, par exemple, qui ont comment on appelle ça? Un budget marketing conséquent, peuvent faire passer plus de choses, aux clients que les plus petites entreprises qui mettent beaucoup plus d'efforts. Et donc notre but, c'était de mettre ça en avant et on s'est dit: «Quoi de mieux que de marier la technologie blockchain qui est immuable avec ses efforts?» Et donc permettre à ces entreprises de montrer les efforts, qu'ils font dans leur supply chain vers le consommateur et ainsi les mettre en valeur, hem et les contrer un peu cet effet de greenwashing pour espérer que le consommateur se rende compte qu'il peut avoir plus d'informations s'il le désire et donc résultat, s'orienter vers ces marques et non pas les marques de grandes enseignes. D'accord, et comment ça se met en place, que propose Gaopa Labs pour améliorer la chaîne logistique et pour la transparence d'informations? Donc on utilise différents outils, mais notre logiciel principal est ce qu'on appelle un supply chain management tool software qui permet donc aux entreprises de tracer leur supply chain, enregistrer leurs commandes avec leurs fournisseurs, leurs ventes, ainsi de suite et la transformation, si c'est ce qu'ils font. Et ça permet donc, d'enregistrer ces informations sur la blockchain. Une partie peut être, cryptée et donc seulement accessible à eux et une autre partie peut être publique et donc peut être vérifiée par le consommateur avec un QR code ainsi de suite. Et comment tu fais cette séparation entre le public et le privé? Parce qu'on peut avoir des blockchains publiques, typiquement Bitcoin est une blockchain publique. Tu peux avoir des blockchains privées plutôt pour des modèles d'entreprise. Vous utilisez une sorte de vous tirez essence des 2 modèles, c'est ça? C'est ça. Alors, la blockchain elle-même est entièrement publique C'est celle d'Elrond, c'est pour ça? Enfin, alors Multiversex? oui, mais on est ce qu'on appelle un layer 2 informationnel. C'est-à-dire qu'on est un layer 2 au-dessus de Multiversix qui n'a pas de valeur monétaire qui est échangée, mais purement de l'information qui est écrite. Donc, les entreprises qui utilisent nos solutions peuvent écrire dessus de manière libre et n'importe qui peut la lire, telle une blockchain classique comme Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite. Et l'avantage, c'est que donc ça permet de vérifier
et même investiguer, si on veut, n'importe quel propos ou promesse qui a été faite par une entreprise. Et par contre, que ce soit pour que les règles GDPR ou tout simplement, la protection de données, ça peut être encrypté, donc avec les clés privées. Donc la donnée est hachée et donc ne peut pas être décryptée par personne d'autre que l'entreprise elle-même et les personnes qui les autorisent. Et pour nous, ça, c'était très important parce que le client, notre client, se doit de rester au contrôle de ses données. Pour nous, ça ne nous intéresse pas de vendre les données ou analyser les données dans ce sens-là. Donc, on a les valeurs Web3 qu'on défend. Et pour nous, c'est très important que cette entreprise donc est la seule à y avoir accès et que si jamais il y a besoin, pour une raison X ou Y, que nous, on doit rentrer comme administrateur pour régler deux, trois choses, ils doivent nous donner les droits. On rentre, on répare ce qu'il y a à réparer et puis on ressort. Et à partir de là, on n'a plus accès aux données. Et c'est un pari intéressant parce que, résultat, les données analytiques, c'est encore un autre sujet, mais tout ce qui est données qu'on pourrait vendre ou même distribuer, on n'en veut pas. Et on ne veut pas avoir le dire on ne les vend pas, on veut dire on ne peut pas les vendre parce qu'on ne les a pas dans un premier temps. D'accord, vous mettez une contrainte, comme ça, d'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un ou 2 exemples concrets de mise en application de votre solution? D'un côté, côté, on va dire, entreprise et de l'autre côté, côté client, donc la personne qui reçoit un produit, qu'est-ce que ça va changer, concrètement pour elle? Comment vous mettez ça en place? Bien sûr. Alors, il y a certaines supply chain où il y a des défis de taille. On ne dit pas qu'on va tous les révolutionner, mais on essaye en tout cas. Un exemple est le cacao ou le café. On les importe de loin, et la plupart du cacao qu'on consomme proviennent de conditions de travail exécrables, de fournisseurs, qui se font jamais payer, ainsi de suite. Et on voit qu'il y a des entreprises qui font des efforts, contre, par exemple, utiliser des enfants. Parce qu'il y a beaucoup dans les fermes de cacao, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent parce que les conditions de travail sont tellement pauvres qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère et résultat, ça devient des enfants. Eh beh, à travers différents modèles de vérification, on peut donc s'assurer que ça n'a pas lieu et l'écrire sur la blockchain. Comme ça, l'entreprise elle-même peut vérifier et on a un super exemple de ça, c'est, Tony Chocolaté. C'est une marque, j'ai envie de dire, néerlandaise, mais s'il faut que je dise des bêtises, hem, qui essayent donc de voir toute leur supply chain et eux, au lieu de le cacher dès qu'il y a quelque chose, ils vont ouvertement dire aux consommateurs, à leurs clients, aux autres fournisseurs: «Écoutez, on nous a menti, ce fournisseur utilisait des enfants qui travaillaient, on a coupé les ponts avec eux, on cherche d'autres fournisseurs qui ne le font pas, mais à culpa et on avance». Au lieu de le cacher parce que c'est moins cher, c'est plus rentable, ainsi de suite et attendre qu'un scandale explose avant de changer. Et donc pour le consommateur, pareil, pour, que ce soit des graines de café et cetera, il peut sur le package qu'il achète, scanner un QR code qui lui donne toute l'histoire du produit et non pas seulement l'histoire en général, mais l'histoire du produit qu'il tient dans les mains. Quand ces grains ont été torréfiés, quand ils ont été moulus, s'ils sont moulus, ainsi de suite. Car il y a par exemple une chose super intéressante, c'est que si tu vas chez un torréfacteur, il y aura écrit la date de torréfaction sur le paquet que tu achètes. Sur un supermarché, le plus souvent, il y aura juste écrit la date de péremption. Parce qu'ils savent qu'ils vont le garder sur les rayons tellement longtemps que s'ils montraient la date de torréfaction, ça attirerait pas le client. Parce qu'il savait qu'il n'est pas assez frais et que résultat, au torréfacteur, tu as de la meilleure qualité. Et même des mêmes marques, les versions qu'ils envoient directement aux clients et les versions qu'ils mettent en grande surface sont souvent différentes. Et donc ça permet de donner cette information au client et montrer qu'il achète, ce qui lui est promis. Et en plus de ça, on bosse sur donner la possibilité de créer des systèmes de fidélité ou des promotions, ainsi de suite, pour les entreprises. Par exemple, pour inciter un utilisateur à scanner le produit et donc à s'éduquer
sur les efforts faits par l'entreprise. Tu pourrais dire, par exemple, tu as 10% de réduction si tu scannes. Tu lis un peu sur la marque, sur ce qu'ils font sur ton produit, et tu as 10%, 20% de réduction quand tu passes à la caisse. Et donc, résultat, ça permet une offre. Si tu viens d'arriver, par exemple, dans un supermarché comme une nouvelle marque, ça permet de faire du bruit et faire de la promotion d'une manière directe et commencer à éduquer les gens vers une consommation plus intelligente et responsable. D'accord, c'est très intéressant. Alors j'ai 2 questions. La première côté entreprise. Tu m'as dit qu'il y avait des mécanismes pour s'assurer que la donnée était fiable avant d'être intégrée dans la blockchain. Donc là, tu parlais effectivement des enfants travailleurs. Comment, techniquement, tu peux avoir des données fiables là-dessus? Sachant que, forcément, bah, ça demande beaucoup de surveillance, ça demande c'est des pays à l'étranger, enfin, c'est toute une organisation pour, avoir une information très précise de ça. Donc ça, c'est plutôt la partie entreprise. Comment réussir à intégrer, des bonnes données au sein de la blockchain? Et côté plutôt utilisateur, consommateur final, si je puis dire. Donc il y a plus d'informations, ce sera plus transparent, il y aura des incitations à se renseigner sur les produits achetés et sur le fait d'acheter des bons produits et consommer, on va dire, un peu plus, raisonnablement et là, ma question, c'est pour inciter la personne, tu parles de QR code et donc de flasher un QR code, se renseigner pour bénéficier de certains services. Est-ce que c'est uniquement des QR codes que vous avez prévus ou est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, un NFT qui va être associé à la personne qui va et c'est ce NFT-là qui donne accès à des services? C'est vraiment uniquement des QR codes? Alors, on va commencer par le consommateur donc. Hem, donc le QR code est une façon des plus simples, aujourd'hui pour avoir de l'information. On a aussi les NFC, mais c'est un poil plus compliqué à mettre en place et pas tous les appareils, peuvent les lire. Mais en fait, un des grands paris qu'on fait, c'est que on parle beaucoup de blockchain et nous, on est dans la blockchain à temps plein et résultat, ça nous passionne et on prend discuter pendant des heures. Mais la majorité de la population, non. Et c'est ce pari qui est compliqué. Et pour moi, un très bon exemple pour ça, c'est les tickets de concert. Les tickets de concert, à l'époque, on allait au guichet, on les achetait, on avait un bout de papier et c'était notre ticket. Maintenant, on va sur Ticketmaster ou autre, on reçoit un email avec un QR code dessus. Mais tu dis pas à tes amis: «Ah, j'ai un QR code, digitalisé pour un concert». Tu dis toujours: «J'ai un ticket pour le concert» et je pense que quand on va évoluer vers les NFT pour les tickets de concert, ce que je pense va arriver aussi, on continuera à dire un ticket de concert. On ne dira pas un NFT d'un concert et pour nous, c'est ça qui est important, c'est qu'on va interagir avec la blockchain de plus en plus, mais sans avoir besoin de le dire. Alors ça permet de vérifier, ça a beaucoup d'avantages, mais on n'a pas obligé de le répéter et utiliser des mots comme NFT et cetera et pour ce qui est des produits, dépendant de la marque et si c'est un produit, disons, plus, de luxe ou de collection que quelque chose qui se consomme, on peut discuter d'avoir de l'ownership digital comme reçu, preuve de qualité, ainsi et cetera. Mais par exemple pour, bah, disons un sac de café, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un NFT dans ton wallet à chaque fois que tu en achètes un? C'est Mmh. je pense que les NFT, surtout dans nos wallets, se doivent d'être limités et prestigieux à nos yeux. Parce que sinon, c'est juste du spam et ça va nous rappeler les emails très vite. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est inutile d'avoir un NFT pour chaque produit qu'on achète, mais je voyais plus ça comme une sorte de pseudo carte fidélité. Je sais pas si j'achète, tel type de café que l'enseigne mette en place un NFT enfin une sorte de carte de fidélité sous forme de NFT et qui ensuite toutes les accès, les services, toutes les promotions, tu reçois juste une petite notif et tu es «au courant» entre guillemets grâce à ce NFT. C'est le NFT qui est le levier plutôt qu'un QR code que tu affiches à chaque fois peut-être, enfin voilà, c'était juste ça la Ab question. non, Heu, mais absolument et ça, c'est une partie qui viendra plus tard, mais qu'on bosse activement dessus. C'est créer une plateforme communautaire, où donc les entreprises participatives sont mises en avant. On peut les voir, on peut regarder quelles sont les entreprises près de chez moi, ainsi de suite et pour celles qui veulent participer, comme tu dis, des systèmes de fidélité et
dans l'idéal, même des systèmes de fidélité à travers ces différentes entreprises. Parce qu'elles font partie du réseau, tu pourrais aller acheter quelque chose chez l'entreprise A et pouvoir te servir des points de fidélité dans l'entreprise B ou des avantages, ainsi de suite. Et donc, on ne pense pas le faire sous forme de NFT parce que, alors, les NFT, c'est un peu compliqué à modifier, ainsi de suite. Alors que juste faire des transactions à chaque fois pour enregistrer ces changements. Mais est-ce que un utilisateur, s'il le désire, toujours, peut avoir une identité Web3 dans cet écosystème? Absolument, et c'est ce qu'on essaie de faire pour permettre donc que le marketing ne se fasse pas seulement, comme on connaît aujourd'hui, des entreprises vers le consommateur, mais qu'il y ait vraiment un échange entre les deux, de valeur, mais aussi de promotion, ainsi de suite. Et parce que ça s'appelle bien un programme de fidélité, en échange des avantages, on compte sur le fait que le client reviendra. Et pour nous, si on arrive à créer cet écosystème où on se soutient entre entreprises et particuliers parce qu'on a les mêmes valeurs et parce qu'on veut inciter les personnes à consommer de manière plus responsable, ça nous fait avancer tous en fait. Donc c'est ça le but. Donc oui, similaire à ce que tu dis, on bosse vraiment sur un système comme ça. Ok, ça marche. Bah, j'écoute, j'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations là-dessus à l'occasion. Est-ce que tu peux du coup revenir sur la première question que j'avais posée, c'est-à-dire comment intégrer de façon, on va dire, assez fiable des données telles que les travailleurs, comment récupérer ce type d'informations de façon assez fiable? Absolument. Alors, pour ça, il y a 2 choses. Donc, par exemple, pour les travailleurs, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, évidemment, et j'ai mis le défi de prendre ça comme exemple. Mais dans un premier temps, les entreprises qui veulent faire partie de ce programme, le plus souvent, j'ai envie de dire 90-95 du temps, n'ont rien à cacher. Sinon, ils ne feraient pas partie du programme dans un premier temps. Donc déjà, ça permet d'éliminer pas mal de, problèmes potentiels. Mais disons, ça arrive. Le problème, c'est que vu qu'ils utilisent nos logiciels pour une grande partie de leur supply chain, s'ils commencent à mentir ou devenir créatifs dans une partie de leur supply chain, il y a un effet de ricochet sur le reste. Parce que résultat, tu es obligé de mentir tout le long pour que les choses fonctionnent. Donc ça, en plus du fait qu'on travaille sur une appli qui permet donc géolocalisation, photo, ainsi de suite, qui est hachée et envoyée dans la blockchain, qui permet donc de vérifier que les personnes bossent bien là où ils sont censés bosser, qui récoltent pas dans une forêt protégée, ce genre de choses. On travaille aussi de mettre en place des, comment on appelle ça? Des capteurs, des thermomètres, ainsi de suite, pour s'assurer que, par exemple, les chaînes du froid sont respectées. Donc, pour chaque cas, on doit s'adapter, on doit discuter avec l'entreprise qui veut faire partie sur ce qu'elle cherche à faire, ce qu'elle veut prouver et comment le faire de la manière la plus efficace. Parce que comme tu dis, dès qu'on commence à s'éloigner géographiquement ou même qu'on s'éloigne des fournisseurs, c'est là où ça devient plus compliqué et ça demande beaucoup de collaboration. Donc mais si tu veux fournir du cacao, disons tu transformes en chocolat le cacao et tu veux fournir du chocolat de qualité qui vient de cacao juste, tu vas aller vers des producteurs qui sont prêts à faire ces efforts de transparence et c'est comme ça qu'on peut les créer et c'est pour ça que dans un premier temps, nous, on se concentre surtout dans tout ce qui est local, avec les coopérations, les fournisseurs locaux, ainsi de suite, parce qu'ils se connaissent, ils se voient physiquement, la la chaîne est courte et ça permet donc de, communiquer, vérifier et même ce producteur, disons un producteur de légumes, peut utiliser partie de notre technologie qu'on leur donne parce qu'ils ont, un de nos clients comme, client. Ils peuvent utiliser cette partie de notre logiciel qui permet de tracer et de garder un œil sur leur production et sur ce qu'ils font de manière interne. Par contre, s'ils veulent
le distribuer à un autre client à eux, ce client doit venir à nous et doit utiliser notre solution. D'accord, c'est intéressant ta réponse. Je visualise déjà beaucoup mieux, les mécanismes que vous mettez en place pour tracer un peu tout ça et effectivement, tu as raison. De base, les gens, ils veulent mettre ça en avant, donc ils se tiraient une balle dans le pied si, de base, ils font des activités un peu malveillantes ou malhonnêtes, en rentrant dans votre système. Ce serait effectivement, très bizarre comme de leur part de faire ça. Oui. Je vais maintenant basculer sur le jeton, le Gaopa. Est-ce que tu peux me le présenter, me dire, quel est l'intérêt de détenir ce jeton? Comment vous allez, lui donner de la valeur? Et aussi, j'en profite, pourquoi Gaopa? Gaopa Labs, le jeton Gaopa, est-ce que ça a une symbolique particulière pour vous? Donc on va commencer par le nom. Donc Gaepa, c'est, un lynx nordique et c'était un peu un jeu de mots avec en français l'œil de lynx qui voit tout. Donc on a eu d'autres noms avant, mais Gaepa Lab, c'est celui qui a tenu et on s'est dit que c'est quelque chose de simple à démontrer l'imagerie, un peu comme notre logo, c'est un mélange entre une chaîne et un œil et ça montre vraiment ce but de transparence à travers, la blockchain. Et donc on a décidé que tout l'écosystème s'appellerait autour de GAPA, donc le token, GAPA Labs comme l'entreprise et GAPA Network, le layer 2. Et donc l'utilité du token est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a longuement réfléchi, est-ce qu'on avait besoin d'un token? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est une question que parfois les projets ne se posent pas assez et ils sortent un token et ils se rendent compte après, les dynamiques sont beaucoup plus compliquées. Et nous, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour 2 raisons. Un, on est un layer 2. Donc on a besoin de validateurs. Ces validateurs, il faut les récompenser, mais il faut aussi pouvoir les slasher, ainsi de suite. Alors le Donc, slashing, tu peux juste expliquer ce que c'est que le slashing? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément dans l'audience. évidemment, si jamais tu es un validateur avec de mauvaises intentions et tu essaies de faire passer une transaction qui est fausse, disons que quelqu'un dépense plus de tokens qu'il ne peut, le reste des validateurs va se rendre compte que tu essaies de tricher, que tu essaies de faire valider un bloc qui est faux, et vont donc te punir. Et ça veut dire que les jetons que tu as mis en jeu, comme le proof of stake, vont être confisqués, enfin vont être pris et vont être redistribués aux autres validateurs. Et ça assure que en cas de plusieurs acteurs mauvais qui se mettraient d'accord, ils risquent tous de perdre beaucoup trop gros pour essayer de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, c'est un mécanisme de défense, du proof of stake pour, garantir une sécurité du réseau et pour, éviter qu'il y ait des mauvais acteurs qui se multiplient. Merci parce que je crois que c'était la première ou la deuxième fois qu'on utilisait le mot slashing ou slash, donc c'est pour ça j'en profite pour, au passage, informer les gens là-dessus. Donc vas-y, je t'en prie, continue, ton propos. Et donc, comme on disait, nous on ne fait pas d'échange de valeur sur le layer 2. Donc les validateurs tournent sur le layer 2 mais sont récompensés sur Multiverse X et stake sur Multiverse X. Résultat, la chaîne continue de manière indépendante, il n'y a pas de bridge ni quoi que ce soit, il y a juste un smart contract qui vérifie de chaque côté qui stake, ainsi de suite, pour donner les droits de validation. Et ça permet donc que tous les GAPA tokens restent sur Multiverse X et qu'on ne commence pas à les faire des allers-retours. En plus de ça, c'est un token de gouvernance. Parce que pour nous, avoir un network, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les pleins pouvoirs dessus. En tout cas, pas sur le long terme. Le but est que peu à peu, et le plus rapidement possible, il y ait une gouvernance qui soit mise en place. Et on est en train de bosser avec des avocats français pour la création donc d'une compagnie GAPA Network qui serait gérée par les holders du token pour s'assurer que l'intégrité de la blockchain ne dépend pas seulement de nous. Ça donne une décentralisation dans la gouvernance, mais aussi évidemment de la blockchain elle-même. C'est pas seulement nous qui faisons tourner des nodes ou des validateurs, c'est tout l'écosystème parce qu'on les récompense. En plus de ça, on bosse pour qu'une personne lambda puisse avoir ces tokens
pour avoir des avantages avec les entreprises qui participent. Comme on parlait de programmes de fidé, ainsi de suite. En stackant le GAPA token, on peut avoir accès à des promotions ou des expériences uniques avec nos partenaires. Et pour nous, c'était une façon de donner un vrai use case pour un utilisateur lambda dans la vraie vie, tout en ayant un impact positif parce qu'ils soutiennent les entreprises qui font des efforts éco-responsables, qualité, ainsi de suite. D'accord, donc un peu une trifonction entre les récompenses des validateurs, le fait que, il y ait de la gouvernance et aussi des services un peu, enfin fidélité, l'accès à certains services grâce au jeton Gaopa. Alors ce jeton, il est lancé, il est dans les plans? Où est-ce qu'il en est ce jeton? Alors, pour nous, il était très important, surtout parce qu'on fait du B2B, et parce qu'on pense que ça va devenir de plus en plus compliqué si on ne le fait pas, d'être 100% régulé. Ce qui a voulu dire discuter avec beaucoup d'avocats dans différents pays pour trouver la meilleure solution. Mais on voulait rester dans un pays ou de l'espace européen. Donc, notre entreprise Gapa Labs est en Norvège, mais l'entreprise responsable des tokens est donc enregistrée en France. Ceci nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, ça a un peu retardé pour nous ce qu'on avait prévu faire la seed sale, private sale et public sale. Mais on espère le lancer très bientôt. Et notre but est de donner un prix juste, peu importe les wallets, ainsi de suite, parce que, encore une fois, dans un but de gouvernance et de décentralisation, si on vend tout à une poignée d'entités, on risque de perdre dans ses valeurs. Donc, on est en train de discuter avec pas mal de partenaires sur comment le faire au mieux et pour donc que ça soit tôt dans 2023. D'accord, effectivement, la distribution est très importante pour, notamment la gouvernance qui suit derrière. Donc j'imagine que vous allez vous rapprocher d'acteurs qui sont un peu spécialisés dans le domaine et effectivement la réglementation, la régulation, vous a mis un peu les bâtons dans les roues, ça c'est normal, je pense que tout le monde y passe malheureusement. Mais en tout cas, c'est bien que vous vouliez être, dans les règles dès le début et bien clarifier tout ça pour les personnes, je pense que c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, grands jalons importants pour Gaopa Labs, en plus du lancement du jeton, peut-être de la plateforme ou même des partenaires? Est-ce que vous avez déjà un peu des entreprises? Voilà, comment ça se passe et quels sont les prochains grands jalons? On est en train de finaliser le logiciel pour l'alpha qu'on va donc tester avec certaines entreprises qui font partie donc de ce programme. On va ensuite lancer l'alpha de la partie plateforme communautaire, ainsi de suite, où on a besoin des utilisateurs pour le tester, l'améliorer, ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'échelons qui se suivent, qui, heu, qui nous tardent, on va pas se mentir. Hem, mais en plus de ça, hem, on a lancé, il y a un moment, on a un NFT, donc un Semi Fungible Token, qui s'appelle GAPA Network Innovators, qui était distribué de manière entièrement gratuite aux personnes qui nous suivent depuis le début. Et il en reste encore à distribuer, donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il risque d'en tomber. Hem, et ce token permettra donc, par exemple, de tester les features en premier, en plus de d'autres avantages, hein. On a écrit tout un blog dessus. Mais notre but, pour en revenir aux échelons, c'est qu'on ne veut pas être pressé, mais de la même manière, on veut récompenser ceux qui sont patients avec nous et qui comprennent qu'on est en train de créer une appli avec un use case très grand. Et ça veut dire beaucoup de défis de manière régulation, mais aussi dans la création du logiciel. Et que donc, une fois que ça sera lancé, ils vont être récompensés pour avoir été là depuis le début. C'est une très bonne chose, je pense, c'est bien de récompenser ceux qui soutiennent depuis le début. Vous êtes combien au sein de Gaopa Labs? Vous êtes nombreux? Alors, nous sommes une team de 4, 3 cofondateurs, 2 ingénieurs et moi-même l'économe. Nous avons un graphic designer qui est spécialisé en UI UX, donc pour que l'expérience de l'utilisateur soit la plus agréable possible. Et nous sommes en train d'embaucher activement. Donc, si vous êtes développeur et vous voulez vous joindre à notre aventure, hein, envoyez-nous un email. Et
Voilà, donc on essaie d'agrandir, on va aussi couvrir la partie marketing plus dans le futur, mais on veut vraiment se concentrer sur le développement du logiciel avant de, le pousser. C'est normal. Tous les liens seront bien évidemment, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Je vous invite à suivre, Gaopa Labs. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, que ce soit un projet pro, perso ou voilà, un slogan, n'importe quoi? Tu as encore, quelques minutes pour rajouter ce que tu veux. Alors, moi, je me réveille, c'est Gapalabs, je me couche chez Gapalabs. J'ai pas beaucoup de, hobbies à côté de ça. Mais, il y a une fonctionnalité qui on espère va être disponible très bientôt et qui va être disponible à tout le monde. C'est, du partage de documents et de la signature de documents en utilisant la blockchain. Comme on a Adobe Sign, DocuSign et cetera. Eux, ils utilisent du hashing privé sur leur propre cloud et nous, on s'est dit, parce qu'on en a besoin de toute façon pour notre logiciel aussi, pourquoi pas créer cet outil et le rendre disponible à tout le monde? Comme ça, n'importe qui avec un wallet ou même sans, on est en train de travailler sur une fonction sans, puisse envoyer un document à faire signer et que le timestamp soit sur la blockchain et que quand la personne signe et le renvoie, c'est aussi sur la blockchain. Sous forme de hash, encore une fois, comme ça le document n'est pas visible de n'importe qui, mais que toi, tu puisses vérifier que c'est bien l'original qui a été signé en uploadant le document et vérifier que les hashes sont les mêmes. Et comme ça, si jamais il y a une discussion sur quand et qu'est-ce qui a été signé, il suffit juste de vérifier pour montrer que c'est bien ça qui a eu lieu à ce moment-là. Oui, c'est effectivement un outil indispensable, dans votre processus global, de logistique et de transparence des informations. Bah, écoute, merci en tout cas, ça termine très bien cette interview. Merci, Joachim, d'avoir présenté, Gaopa Labs et répondu à toutes mes questions. Je te souhaite une bonne continuation avec une année 2023 très chargée visiblement. J'aurai à cœur de suivre un peu le parcours de Gaopa Labs et puis je te dis à très bientôt peut-être dans le podcast pour un prochain épisode dans quelques mois. Comme d'habitude, la porte est grande ouverte et puis je dis, à bientôt à toute l'audience et à toi Joachim. Salut! Merci, au revoir.